René Saint-Cyr, né à Beausoleil en 1904, est décédé à Neuilly-sur-Seine en 2004. Grande vedette du cinéma français, René Saint-Cyr s'illustrera également au théâtre. Elle est également la mère du cinéaste Georges Lautner, un spécialiste de comédie populaire, qui lui a souvent attribué une place de cœur et de choix dans ses distributions. Dans cette interview, on se rendra compte combien son regard personnel sur le 7e art témoigne d'un caractère vivant et d'une nature généreuse et passionnée. On a pu aussi apprécier ses talents narratifs et humoristiques, notamment dans ses livres Le temps de vivre et Le hérisson puni. Propos recueillis en décembre 1984 et enregistrés par nos soins en janvier 2025. Dès votre premier rôle dans Les Deux Orphelines, vous êtes en contact avec un metteur en scène illustre, Maurice Tourneur. L'arrivée de la diligence à Paris est un grand moment de cinéma et on voyait là effectivement la marque d'un cinéaste de talent. Mais au début, j'avoue l'avoir trouvé très antipathique. D'ailleurs, il y avait de quoi. Coiffé de son habituelle casquette, il m'examina par-dessus ses lorgnons. Timidement, je lui tendis la main, geste hasardeux qui déclencha tout de suite sa fureur. On ne tend pas la main en Amérique. Et puis, ce ne sont pas des mains que vous avez, mais des pattes. Notre premier contact a donc été, comme vous le voyez, difficile. De plus, le texte de mon essai était impossible. D'un pompier, pourtant, sur 650 filles qui ont défilé la larme à l'œil, j'ai finalement été retenue. Car si le dialogue n'était pas bon, le récit, lui, était émouvant. Preuve que l'essentiel ne tient pas dans les mots. Si la situation est excellente, vous pouvez toujours vous en tirer. Les dirigeants de chez Pathé Nathan ont voulu me faire signer un contrat de 3 ans qu'à leur plus grand étonnement, ne voulant pas dépendre des personnes inconnues pour une période aussi longue, j'ai osé refuser. Léonide Monguy, monteur à l'époque et futur cinéaste, m'y a décidé. Comment s'est déroulée la suite du tournage ? Maurice Tourneur était tellement désagréable que, dès son apparition sur le plateau, j'étais dans l'impossibilité totale de jouer. Si l'on cadrait un plan de moi, je devenais dans un tel état de nerfs qu'il était obligé de partir. Marthe Mello, la religieuse de l'histoire, m'a donné l'explication de son attitude. Il avait débuté chez Antoine, qui prenait un malin plaisir à effrayer les débutants, et en souvenir de cela, il devait être dur à son tour. Quant à Rosine Desréans, elle n'a pas été facile non plus. Elle réussit ce tour de force d'interpréter tout le film sans m'adresser une seule parole. Pas une défaillance, uniquement les mots du texte. Elle était méchante, d'une bêtise totale, et je crois que par-dessus tout, je ne pardonne pas la bêtise. Malgré tout, ce premier film vous a-t-il fait bénéficier de conseils utiles pour la suite de votre carrière ? Maurice Tourneur m'a appris une chose qui m'a servi, mais aussi desservi. Il y a toujours un revers de médaille. Ne termine jamais un film sans avoir signé le contrat du suivant. Ainsi, dès que l'un s'achevait, en acceptais-je automatiquement un autre. Enchaînant film sur film, j'ai donc tourné toute une série de mauvais films, car on a beau bluffer, nous avons tous joué de mauvais films. Tous. Quelle était alors votre opinion sur le cinéma ? Je tiens à préciser que je ne suis pas entrée dans ce métier par vocation, mais bien par obligation de gagner ma vie. Ne lisant aucune revue spécialisée, 2 noms seulement faisaient autorité pour moi. Greta Garbo, la divine, je ne pouvais l'ignorer, elle était tellement inaccessible, et Charlie Chaplin. Par la suite, j'ai eu envie d'apprendre véritablement ma profession, cela avec humilité, car si je suis humble, ce sentiment s'accompagne toujours chez moi d'orgueil. Je voulais me perfectionner aussi par nécessité. Quels ont été vos professeurs ? J'ai suivi les cours de Raymond Rouleau, de Julien Berthaud, et comme tout le monde, de René Simon. Et si Tania Blakova, la femme de Rouleau, vivait encore, je continuerais à me perfectionner à ses côtés. C'est elle qui m'a donné cette passion farouche du travail. Grâce à eux et à Fernand Ledoux, quel maître merveilleux, j'ai pu mériter de faire du théâtre. J'ai de ce fait sur la conscience autant de pièces que de films. Avec votre nature passionnée, comment réagissiez-vous vis-à-vis des impératifs de tournage ? Chez Pathé, on m'appelait familièrement le bébé, et Émile Nathan s'était exclamé « Enfin une femme distinguée, nous en avions bien besoin ».
Cependant, la femme distinguée a pris quelques crises de rage et de nerfs. Au studio, je croyais me retrouver à l'école, où j'avais été une élève très indisciplinée. J'avais administré, croyez-moi, plus d'une raclée aux autres filles de ma classe. Celle-ci me trouvait une voix un peu trop civilisée, selon l'expression de Tania Baklova, et se moquait de moi d'une façon assez méchante. J'ai fait pourtant mes études au Batignolles avec les petits voyous du coin, et ensuite à Marseille, où l'on trouvait mon accent plutôt pointu. De la sorte, j'étais devenue la vraie tête de turc de mes petits camarades. Serrant les poings au début, je laissais finalement détendu, et plus jamais on ne s'est moqué de moi. Donc au studio, je me suis également bagarrée. Non pas pour ma voix, mais par des injustices qui, la plupart du temps, ne m'étaient pas personnelles. Par la suite, la critique écrivait à mon sujet « Elle est gentille, mais elle n'a la voix de personne ». Or, le public, lui, a aimé, et j'ai su me servir de cet atout. J'ai peut-être la voix un peu civilisée, cependant c'est la mienne, je n'y peux rien. La technique vous effrayait-elle? Au contraire, rien ne m'intéressait davantage. Le soir, en rentrant chez moi, je m'amusais à coller de la pellicule, et si j'avais un instant pendant les prises de vue, je me faufilais dans le camion sonore. Sur les différents plateaux, j'étais pleinement moi-même. Suivons votre filmographie. En 1933, Toto vous met en présence du propre fils de Maurice Tourneur, le non moins célèbre Jacques Tourneur. Les producteurs ne voulaient pas que je me spécialise dans les mélodrames, et Toto est une comédie gaie, au côté chaplinesque fort agréable. Jacques Tourneur et Albert Préjean prenaient plaisir à me taquiner. C'était de plus très gênant de se trouver dans le même lit qu'un homme que je connaissais pas, c'est-à-dire Albert Préjean. Les scènes de baisers étaient recommencées, à mon goût un peu trop souvent. En fait, tous deux étaient de connivence pour m'intimider. Lorsque j'ai compris la vérité, j'en ai ri aussi, et par la suite, personne n'embrassa avec une conscience plus professionnelle. Préjean avait du mérite à être aussi drôle. La femme qu'il aimait venait de le quitter. C'était une double trahison, car elle était partie avec son meilleur ami. Malgré son désespoir, il nous amusait avec gentillesse. C'est pourquoi, par-delà les années, je lui garde une place privilégiée dans mon cœur. Arlette et ses papas est une comédie très enlevée. Ce film a été programmé récemment à la Cinémathèque. Je suis allée le voir pour Jules Berry, que j'aimais infiniment et avec lequel j'ai beaucoup joué. Il me fascinait littéralement. Je précise que j'étais uniquement son ami et je plains de tout cœur les personnes qu'il a aimées. À ce moment-là, 3 femmes se partageaient son cœur. Il était d'ailleurs sincère avec chacune d'elles. Seulement, cette sincérité pouvait prendre différentes formes. Avec quel enthousiasme, par exemple, il me parlait de Suzy Prime. « Tu as vu ses mains? Elles ressemblent à des orchidées. » Et il avait raison, elle avait les plus jolies mains du monde. Quant au sex-appeal, poursuivait-il, Marlène peut aller se rhabiller. Suzy Prime quittait le studio et 5 minutes plus tard, une autre prenait sa place. En moi-même, je songeais à ce qui arrivait si elles se rencontraient. Or, jamais cela ne s'est produit. Il devait avoir un dieu pour lui. Et Max Derly? Max Derly était un clown de génie. Il n'était pourtant pas jeune en 1933, ce qui ne l'empêchait pas de faire facilement le double saut périlleux en arrière. Max était très dur d'oreille, mais comme il savait son texte par cœur et celui de ses partenaires, personne ne s'en rendait compte. Le contraire, en somme, de Jules Berry, qui, lui, n'a jamais prononcé un seul mot du dialogue original, et pour cause, il n'avait aucune mémoire. Il nous obligeait donc à improviser sans arrêt. Ses pirouettes m'amusaient, mais Max a été pris de court. Sa réaction a été bouleversante, et j'en ai voulu à Jules d'avoir fait découvrir cette petite infirmité, cachée avec tant d'élégance. En 1934, vous tournez Une fois dans la vie de Max de Vaucorbeil. Max et moi sommes restés amis toute la vie. Son grand amour, son seul amour, a été Kate de Nagy. D'origine autrichienne, elle a été la plus grande vedette du cinéma allemand. Noël était mon partenaire dans ce film, et très vite le tournage se plaça sous le signe de la joyeuse camaraderie. C'était un fantaisiste né. J'admirais à sa juste valeur le chansonnier, le comédien et aussi le dessinateur. Son personnage d'Adémaï était extraordinaire. Le midi, nous allions quelquefois déjeuner chez moi. Si le téléphone sonnait, il jouait au majordome et répondait avec l'accent d'Adémaï
C'était irrésistible. En 1933, vous tournez D'amour et d'eau fraîche avec Claude Dauphin. D'un commun accord, nous l'avions surnommé D'amour et d'eau tiède, estimant que ce sujet ne méritait pas mieux. Dans mon film suivant Incognito, j'étais standardiste et chantais même un peu. Claude était de nouveau mon partenaire. Le soir, Pierre Brasseur nous lisait ses pièces avec fougue. Tous deux étaient d'une intelligence rare. Tu en as de la chance, ma petite vieille, me disait Pierre. Tu travailles avec les deux acteurs les plus intelligents du cinéma français. Et Claude se plaisait à dire « Je suis un petit garçon de 30 ans ». Et il avait raison. À nous trois, nous partagions des trésors d'exaltation. En vérité, mes plus belles histoires d'amour ont été avant tout des histoires d'amitié. Comment s'est passée votre rencontre avec René Clair sur le tournage du Dernier milliardaire en 1934 ? Elle n'a pas été facile, mais j'avais la chance d'être dirigée par le plus grand metteur en scène de l'époque, René Clair. Au tout début des prises de vue, le régisseur me prévient que n'ayant pas besoin de moi, je pouvais disposer de ma journée. René Clair se ravisa et il ne comprit pas bien pourquoi je n'étais pas sur le plateau, d'où un léger malentendu. Dans les scènes finales avec José Nogueiro, je devenais une petite sauvageonne, habillée d'un pagne et d'un collier de fleurs. Toute l'équipe se rendit sur la plage de Saint-Agule, où un vent terrible soufflait. Nous étions en plein hiver et le fond de teint marron qu'on m'appliquait sur le corps pour avoir l'air d'un oiseau des îles était gelé, et il fallait le mettre sur un brasero pour le rendre fluide. De plus, j'avais eu la bonne idée d'avoir 42 fièvres. Le soir même, René Clair me faisait parvenir des roses dans ma chambre, accompagnées d'une petite carte où était inscrit « René Clair avec mes remords ». Lorsque le film est sorti, nous sommes allés au cinéma Marignan et nous nous sommes dissimulés au fond de la salle, observant les réactions du public, qui le siffla d'une façon épouvantable. Avec son esprit mordant, cette comédie satirique était arrivée trop en avance sur son époque. En 1938, vous tournez Prison de femmes. Ce film n'amène-t-il pas un changement dans votre carrière ? Co-vedette avec moi, Viviane Romance, le sexe symbole de toute une génération, était étonnante de charme sensuel. Seulement, j'avais un rôle moi aussi. J'ai tourné ce film à un instant douloureux de mon existence. Mon mari venait de se tuer en avion et je perdais en même temps ma belle-mère et ma tante. Toutes mes protections m'étaient ravies. Étrangement, cette période noire coïncide avec celle où j'ai commencé à avoir du talent. Le destin m'avait inoculé la douleur et je la communiquais aux autres. C'était aussi simple que cela.